Imaginez ceci. Vous vous réveillez, déverrouillez votre téléphone et en quelques secondes, vous êtes immergé dans une mer de notifications, d'images et de nouvelles. Nous vivons entourés par une technologie avancée, connectés à tout et paradoxalement déconnectés de nous-mêmes. On nous a dit que nous vivons à l'apogée de la civilisation humaine, à l'ère de l'information, de l'efficacité, du confort, que jamais auparavant nous n'avons eu autant d'accès, autant de liberté, autant de possibilités. Et pourtant, pourquoi tant d'entre nous portent-ils un sentiment chronique de vide ? Le philosophe Byung-Chul Han a écrit que nous vivons dans la société de la performance où il n'y a plus de maîtres ni d'oppresseurs externes, mais des individus qui s'exploitent eux-mêmes au nom de la productivité. Et cette exploitation silencieuse génère une fatigue qui n'est pas seulement physique, mais existentielle. La promesse de la modernité était claire, avec les avancées de la science, de la technologie et de l'économie, nous atteindrions une vie pleine, sûre et signifiante. Mais la question qui résonne dans l'âme de beaucoup aujourd'hui est simple et dévastatrice. C'est tout ? Dans cette réflexion, nous allons marcher parmi les ruines silencieuses de cette promesse brisée, analyser le paradoxe de la modernité, comprendre comment un monde si avancé peut produire une sensation si profonde de déconnexion et de vide, et peut-être trouver sur ce chemin une chance de reconnexion à ce qui compte vraiment. Depuis l'enfance, on nous apprend que nous vivons au sommet de la civilisation. Ce récit est répété dans les manuels scolaires, les discours officiels et les campagnes publicitaires. Tu es privilégié d'être né à cette époque. Après tout, les souffrances d'autrefois ont été réduites, les maladies sont sous contrôle, le monde est à portée de main. Mais qu'en est-il du malaise que nous ressentons à l'intérieur de nous ? Celui-là n'aurait-il pas dû être guéri lui aussi avec le reste ? La modernité nous a vendu une idée séduisante, le progrès comme voie naturelle et inévitable vers le bonheur. Chaque avancée technologique, chaque nouvelle application, chaque optimisation de la vie quotidienne serait un pas de plus vers l'épanouissement. Mais que faire lorsque la promesse d'épanouissement se traduit, dans la pratique, par une sensation de fragmentation et de fatigue intérieure ? Nous vivons dans une culture qui idolâtre la nouveauté, le nouveau gadget, la nouvelle tendance, le nouveau but. Mais une question est rarement posée. Nouveau, pourquoi faire ? Le progrès en soi n'est pas un ennemi. Mais quand il devient un dogme incontestable, il nous aveugle à ses effets secondaires. Nous avons créé un monde de plus en plus rapide, plus efficace, plus pratique, mais aussi plus anxieux, plus solitaire, plus éloigné de lui-même. Le psychanalyste Erich Fromm avertissait déjà « L'être humain moderne court le risque de devenir un automate, sans jamais se demander ce qu'il désire véritablement. » Nous sommes entourés de ressources, mais avons perdu le contact avec les ressources intérieures, avec cette boussole qui ne nous guide pas vers ce que nous devons faire, mais vers ce qui compte réellement. La croyance que l'histoire avance de manière linéaire vers un mieux est en vérité une construction idéologique. Ce que la modernité ne nous a pas dit, c'est que le progrès technique ne signifie pas nécessairement progrès humain. La technologie peut nous emmener sur la Lune, mais elle ne nous apprend pas à gérer un cœur brisé. Internet peut nous connecter au monde entier, mais il ne nous apprend pas à écouter le silence d'un dimanche vide. La promesse de la modernité a été échangée contre un rythme frénétique. Au lieu de liberté, nous avons de l'hyperactivité. Au lieu de sens, nous avons des distractions constantes. La sensation que quelque chose d'essentiel a été perdu n'est pas un défaut de notre perception. C'est un symptôme de l'effondrement d'un idéal qui, en réalité, n'a jamais été centré sur l'être humain, mais sur le système. Peut-être est-il temps de reformuler la question. Il ne s'agit pas de nier les avancées, mais de regarder dans les yeux cette promesse brisée et de demander « À quel moment avons-nous cessé d'aller vers nous-mêmes pour ne courir qu'à l'extérieur ?» Jamais nous n'avons été aussi connectés. Et jamais nous ne nous sommes sentis aussi seuls. Nous vivons à une époque où nous pouvons parler à n'importe qui, à tout moment, depuis presque n'importe quel endroit du monde. Les messages arrivent en quelques secondes. Les appels vidéo réduisent les distances. Les algorithmes nous tiennent au courant de la vie des autres. Et pourtant, il y a un silence profond entre ces connexions. Un silence qui crie. La promesse était simple. La technologie allait nous rapprocher,
faciliter l'amour, l'amitié, le sentiment d'appartenance. Mais ce qui s'est produit est tout autre chose. La connectivité est devenue superficialité. La communication instantanée s'est transformée en bruit constant. Et la présence a été remplacée par des notifications. Le philosophe Martin Buber nous a enseigné la différence entre la relation « je-tu » et « je-cela ». La première est une relation vivante, authentique, dans laquelle l'autre est vu dans son entièreté, comme un sujet. La seconde est utilitaire, fonctionnelle, dans laquelle l'autre devient un objet, un profil, une réponse rapide. La technologie nous a éloignés des relations « je-tu » et nous a plongés dans les relations « je-cela », où tout est mesuré, évalué, jetable. Nous nous sommes habitués à converser par messages rapides, à réagir avec des émojis, à suivre la vie des autres à travers des publications éditées et calculées. Mais quand avez-vous regardé quelqu'un dans les yeux pour la dernière fois, plus de 30 secondes, sans un écran entre vous? La supposée abondance de liens est devenue un champ de mines de comparaison. Nous voyons les sourires des autres, leurs voyages, leurs réussites, tout est édité, filtré, artificiellement éclairé. Et cet excès d'exposition crée une illusion, celle que tout le monde vit mieux que vous. Cela ne provoque pas seulement de la jalousie, cela génère une déconnexion, cela vous fait sentir étranger, même à l'intérieur de votre propre vie. Ce qui devait unir à fragmenter, ce qui devait accueillir à exposer, ce qui devait faciliter à étouffer. Et le plus cruel dans tout cela, c'est que cette déconnexion est devenue normale. Les conversations profondes ont cédé la place aux vues. Les rencontres sont devenues des stories. Les silences, autrefois des espaces d'intimité, sont aujourd'hui comblés compulsivement par des scrolls infinis. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie. Il s'agit de regarder honnêtement ce qu'elle nous a volé, ou mieux, ce que nous avons laissé se perdre. Être connecté est très différent d'être en communion. Et peut-être que, dans ce monde de réseaux numériques, le véritable acte révolutionnaire soit de s'asseoir avec quelqu'un, sans hâte, sans distraction, et simplement écouter. La connaissance a toujours été perçue comme un chemin vers la liberté. Pendant des siècles, l'accès à l'information était un privilège réservé à quelques-uns et l'on s'est battu pour qu'il devienne un droit universel. Mais aujourd'hui, nous vivons l'extrême opposé. Nous nageons dans les données, nous nous noyons dans les stimuli. Et pourtant, il semble que nous sachions de moins en moins ce qui importe réellement. Internet avait promis une nouvelle ère de sagesse collective. Mais, au lieu de cela, il nous a livrés à une avalanche de contenus fragmentés, d'opinions superficielles et de distractions infinies. L'information a cessé d'être un outil de réflexion pour devenir un produit de consommation rapide, un coup d'œil rapide au fil d'actualité, une courte vidéo ici, un titre accrocheur là, et l'on continue sans digérer, sans intégrer. Nous vivons dans une société qui ne valorise pas l'être, mais le faire. Se reposer est une faute, la pause est une erreur, l'oisiveté est un péché. Tout tourne autour de la performance. Être productif n'est plus seulement une attente, c'est devenu une identité. Et celui qui ne produit pas, qui ne performe pas, qui ne s'accélère pas, se sent comme s'il ne valait rien. Depuis l'enfance, nous sommes formés à courir. Que veux-tu faire quand tu seras grand ? On demande cela avant même que l'enfant sache qui il est. La vie devient un marathon d'objectifs, école, examen, carrière, réussite, statut. Mais personne ne demande « vers où cours-tu avec autant de hâte ?» La psychologue Marie-Louise von Franz, disciple de Jung, disait que l'une des plus grandes souffrances modernes est la perte du contact avec le rythme intérieur. Nous vivons selon le rythme de l'horloge externe, de la productivité externe, des exigences externes, mais ignorons le temps de l'âme qui est cyclique, lent, rempli de pauses nécessaires. Le travail qui pourrait être une expression de notre but est devenu une prison invisible. Même en dehors des horaires de bureau, nous restons connectés, disponibles, anxieux. Les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle ont disparu. Le téléphone portable, qui devait faciliter, est devenu une chaîne qui nous lie à l'obligation constante de répondre, résoudre, livrer. Et cela engendre une fatigue qui n'est pas seulement physique. C'est une fatigue ontologique, une lassitude d'exister. Se réveiller déjà fatigué,
dormir sans se reposer, vivre comme si l'on était toujours en manque de soi-même, toujours en train d'essayer d'atteindre un idéal inatteignable avec cette sensation de ne jamais être assez, peu importe ce que l'on fait. Le système nous a convaincus que la valeur d'une personne réside dans ce qu'elle produit. Mais personne ne peut être une machine tout le temps. Nous sommes humains. Nous avons besoin de vide, d'inactivité, de contemplation, pas pour mieux produire ensuite, mais parce que le repos est sacré. La grande tragédie du culte de la productivité, c'est qu'il transforme la vie en tâches. Et celui qui vit uniquement pour accomplir des tâches oublie ce que c'est que simplement exister. Ce que c'est que de s'asseoir sans hâte, de respirer sans culpabilité. Peut-être que le plus grand acte de rébellion aujourd'hui, ce soit de s'arrêter, de regarder autour de soi et de se demander « Suis-je né juste pour fonctionner ?» Le monde dans lequel nous vivons nous a silencieusement appris que être, c'est avoir. Que la valeur d'une personne peut être mesurée par les marques qu'elle porte, la voiture qu'elle conduit, les expériences qu'elle peut acheter et exhiber. La consommation a cessé d'être une nécessité ou un choix. Elle est devenue une manière de construire son identité. Depuis toujours, nous sommes bombardés de messages nous disant que le bonheur est à une distance d'achat. Qu'il suffit d'acquérir ceci pour se sentir bien, pour se sentir complet, pour enfin être accepté. Et lorsque nous obtenons ce que nous désirions, la satisfaction ne dure pas. Très vite surgit un nouveau besoin, un nouveau but, un nouveau vide. Ce n'est pas un accident, c'est un projet. Le système de consommation est alimenté par une logique perverse. Le bonheur promis ne peut jamais être entièrement atteint, car s'il l'était, le cycle se briserait. Nous sommes donc maintenus dans un état constant de désir. Nous désirons des choses que, au fond, nous ne voulons même pas pour combler un vide dont nous ne connaissons pas l'origine. Et le pire, c'est que nous consommons souvent pas pour nous, mais pour les autres. Nous achetons pour être vus, pour nous sentir inclus, validés, appartenants. Les réseaux sociaux amplifient cela. Nous sommes devenus des vitrines ambulantes où chaque image est une tentative de montrer que nous réussissons notre vie. Mais que se passe-t-il quand personne ne regarde ? Que reste-t-il quand on éteint l'écran et que l'on est seul dans le silence de sa chambre ? Pour beaucoup, la réponse est un malaise difficile à nommer, une sensation que, malgré tout ce qui a été conquis, quelque chose d'essentiel manque encore. Le psychanalyste Carl Gustav Jung disait que ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Autrement dit, si nous ne comprenons pas ce qui nous meut vraiment, nous serons poussés par des désirs qui ne sont même pas les nôtres. Et c'est précisément là que la consommation intervient. Elle tente d'étouffer le malaise intérieur par des solutions externes. Mais aucun objet ne peut remplir le vide d'une âme déconnectée d'elle-même. Le vrai problème ne réside pas dans la consommation en soi, mais dans la place qu'elle a prise. Acheter est devenu synonyme de vivre. Et dans cette confusion entre besoin et identité, nous avons cessé de nous poser la question essentielle. Qu'est-ce que j'essaie de remplir avec tout cela ? La réponse, presque toujours, ne tient pas dans un sac de courses. Elle habite un lieu bien plus profond, bien plus silencieux. Il y a une différence fondamentale entre choisir d'être seul et se sentir seul, même entouré de personnes. Le premier est une solitude fertile, la solitude choisie. Celle qui nourrit, qui permet l'introspection, qui donne à l'âme l'espace de respirer. C'est la solitude créative des philosophes, des poètes, des chercheurs. C'est lorsque le silence devient un temple intérieur, mais la solitude qui grandit dans la modernité est d'un autre ordre. C'est celle que nous ne choisissons pas, celle qui nous envahit, même lorsque nous sommes connectés à des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. C'est le type de solitude qui surgit quand nous sommes entourés, mais que personne ne nous voit vraiment. Nous vivons une époque où les relations ont perdu en profondeur. Nous parlons à beaucoup de gens, mais rarement nous sommes réellement écoutés. Nous partageons des fragments de nous-mêmes sur les réseaux sociaux, mais gardons l'essentiel dans le silence. Le temps pour l'autre a été remplacé par la précipitation, le lien par la commodité. Ce n'est pas une solitude noble, mais un isolement émotionnel déguisé en liberté. La société moderne a tellement exalté l'individualisme qu'elle a transformé l'autosuffisance en idéal absolu.
tu n'as besoin de personne est devenu un mantra de force, mais aussi de séparation. Peu à peu, nous nous sommes éloignés, non seulement des autres, mais aussi de notre propre besoin d'appartenance. La psychologie analytique nous rappelle que l'être humain est symbolique et relationnel. Nous sommes faits pour nous voir reflétés dans le regard de l'autre, non pas pour en dépendre, mais pour reconnaître en nous des parties qui n'apparaissent que dans la rencontre. Quand ce miroir se brise, quelque chose en nous se perd aussi. Jung disait que la solitude la plus profonde n'est pas l'absence de compagnie, mais l'incapacité de partager ce qu'il y a d'essentiel en nous. Et c'est cela, la solitude moderne. Un cri inaudible, une douleur sans nom, une présence devenue absence sans prévenir. C'est pourquoi il est si important de distinguer la solitude choisie, qui guérit, de la solitude imposée, qui rend malade. La première est un droit, la seconde un symptôme. Nous ne parlons pas ici d'être seul pour grandir, mais d'être déconnecté même au milieu de la foule. Et cela, plus qu'un choix personnel, est une conséquence systémique d'un monde qui valorise la performance plus que l'écoute, l'image plus que l'affection, l'indépendance plus que l'interdépendance. Peut-être que la guérison de cette solitude ne réside pas dans le fait d'être avec plus de gens, mais dans le fait de reconstruire la qualité de la rencontre humaine. Une rencontre où l'on puisse dire « Tu peux être toi et moi aussi, ici, maintenant, sans hâte, sans masque. » Il y a un moment où tout se tait et ce qui reste est une question crue, inconfortable, presque insupportable. C'est tout. Cette question ne crie pas. Elle n'apparaît pas dans les jours agités ni dans les fils d'actualité bruyants. Elle surgit dans la nuit, quand le téléphone est déjà posé, quand le corps est trop fatigué pour faire semblant. Elle se manifeste dans le silence entre deux objectifs, dans un dimanche lent, dans un regard perdu dans le miroir. C'est le cri silencieux de l'âme. C'est le moment où l'on réalise que tout ce que l'on a conquis, tout ce que l'on a montré, tout ce que l'on a essayé de prouver, ne nous remplit pas. C'est le moment où les certitudes se dissolvent, où les rôles sociaux perdent leur sens et où nous nous retrouvons face à un vide qui ne peut plus être ignoré. La modernité nous a entraînés à ne pas écouter ce cri. Chaque fois qu'il menace d'émerger, il y a une solution toute prête. Distraction, divertissement, consommation, performance. Le système ne veut pas que vous vous arrêtiez, car quand vous vous arrêtez, vous commencez à voir. Et quand vous commencez à voir, vous commencez à questionner. Jung appelait ce processus la nuit noire de l'âme, un effondrement des structures externes qui soutenaient l'ego, ouvrant un espace pour que quelque chose de plus profond émerge. C'est douloureux, oui, mais c'est aussi nécessaire. Car ce qui émerge alors n'est plus une identité fabriquée pour plaire au monde, mais la vérité de l'être. Et quelle est cette vérité ? C'est qu'aucun titre, aucun bien matériel, aucun nombre d'abonnés ne pourra jamais remplacer l'expérience d'être entier avec soi-même. Aucune validation externe ne suffira pour quelqu'un qui a perdu le contact avec son essence. Le cri de l'âme ne demande pas de réponse facile, il demande de l'écoute, du courage, un retour à ce qui est authentique. Et pour cela, il faut sortir du mode automatique, aller au-delà des attentes, au-delà des comparaisons, au-delà des « il faut ». Il faut descendre, aller au fond, toucher ce qui a été oublié. C'est seulement ainsi que quelque chose de nouveau peut naître, car le vide que nous ressentons n'est pas une absence, c'est un appel. Un appel à vivre autrement, à exister avec présence, à aimer avec vérité, à se reconnaître au-delà des masques. Et quand nous écoutons ce cri, quand nous ne l'ignorons plus, il se transforme. De douleur silencieuse, il devient éveil. De désespoir, il devient direction. De perte, il devient naissance. Il faut du courage pour ralentir dans un monde qui glorifie la vitesse. Il faut de la force pour être doux quand tout le monde se durcit. Il faut de la présence pour être vraiment avec quelqu'un et avant cela avec soi-même. Peut-être que la plus grande révolution que nous puissions vivre aujourd'hui n'est pas technologique, mais spirituelle. Une reconnexion avec ce qui fait de nous des humains, la simplicité, l'affection, la présence, le moment présent. Le sens de la vie ne se trouve pas dans ce que l'on court à atteindre. Il est dans ce qui fleurit quand on cesse de courir. Il est dans l'espace qui s'ouvre lorsque nous cessons de chercher à l'extérieur et commençons à écouter à l'intérieur. Et vous,
Avez-vous déjà pris le temps d'écouter ce que votre âme essaie de vous dire au milieu de tant de bruit? Si ce message a touché quelque chose en vous, partagez-le en commentaire. Faisons ensemble de ce vacarme un espace de réflexion et de cette solitude un véritable lieu de rencontre.